Je vais tout de suite donner la parole à ma collègue et amie Anne Cheng, qui est titulaire ici au Collège de France de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Comme son nom l'indique, c'est donc une grande spécialiste de la pensée chinoise. Elle a écrit un livre qui, pour moi, est une synthèse éblouissante, qui est la monumentale histoire de la pensée chinoise, et qui va nous informer sur la question de savoir est-ce qu'on peut parler d'une nature humaine en Chine. Donc nous allons reprendre le fil du comparatisme qui avait été amorcé hier par Jean-Noël Robert. Merci Anne. Oui. Bien, bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais d'abord remercier le Collège de France de tolérer ma présence en son sein depuis tant d'années, parce que j'ai l'impression d'essayer péniblement de survivre dans cette institution. Et je remercie tout particulièrement Philippe Descola, le maître d'œuvre de ce colloque de rentrée, d'avoir amicalement insisté pour que j'y participe. Alors je lui suis d'autant plus reconnaissante que ça m'a donné l'occasion de remettre sur l'établi un problème qui m'a tarabusté depuis longtemps. Et je sais également, gré à tous les intervenants qui, lors de la journée d'hier, ont commencé en quelque sorte à baliser mon chemin avec des mots chinois. Pareil au caillou du petit Pousset, alors donc à commencer par Sir Geoffrey Lloyd, mon collègue Jean-Noël Robert, mon autre collègue Frédéric Keck, de sorte que je me sens plus assurée, moins seule, et que j'aurai moins l'impression de vous parler chinois. Alors, c'est au demeurant le grand avantage de ne pas parler en premier, l'avantage de pouvoir se nourrir de la réflexion des autres. Et donc, je peux dire que j'ai encore pendant la nuit remanié complètement ma présentation. Alors, j'espère en premier lieu que vous voudrez bien excuser la platitude assez déprimante de l'intitulé de ma communication, qui ressemble à s'y méprendre à un sujet de dissertation de philo de terminale. Alors, de fait, la nature humaine est un sujet qui a, comme vous le savez, suscité beaucoup d'excitation parmi nos intellectuels français, il y a à peu près 20 ou 30 ans, mais il semblerait que cette excitation est assez largement retombée depuis. Et pour ne rien arranger à mon affaire, dans les débats déjà à cette époque, la nature humaine avait généralement assez mauvaise presse. En 1985, Tsvetan Todorov, disparu récemment et dont je salue ici la mémoire, commençait un article par cette phrase « De nos jours, on a quelques répugnances à se référer à la nature humaine ». Et c'est le même Todorov, évidemment, dont on se souvient du « nous et les autres », donc, auquel Justin Smith a fait allusion indirectement dans sa présentation. Donc, malgré tout, le présent colloque est pour moi l'occasion de remettre sur le tapis des débats également nourris et animés qui ont encore lieu aujourd'hui, qui font débat de manière transatlantique, là aussi, curieusement, sur la question de la nature humaine telle qu'elle aurait été posée par les penseurs chinois. Et c'est surtout l'occasion pour moi de réviser de fond en comble ce que j'ai pu moi-même penser et écrire sur la question. Donc, merci Philippe. Alors, comment en est-on arrivé à parler d'un débat sur la nature humaine en Chine ancienne ? Alors, d'abord, je voudrais préciser que quand je dis Chine ancienne, je veux parler de la période qui a précédé l'instauration
du premier empire centralisé, avec le fameux premier empereur Qin Shi Huangdi, donc qui s'est fait enterrer avec son armée de terre cuite. Donc l'instauration de ce premier empire centralisé en 221 avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, donc, quand on parle de Chine ancienne, c'est en gros le premier millénaire avant l'ère chrétienne, et plus particulièrement en ce qui me concerne, donc, la période où Confucius aurait vécu, c'est-à-dire le 6e, 5e siècle avant l'ère chrétienne, et la période immédiatement consécutive des royaumes combattants des 4e, 3e siècles, où là, vous avez donc une floraison de divers courants de pensée donc, qui entrent en compétition. Il s'agit donc d'une Chine non seulement pré-impériale et largement pré-moderne, mais pour reprendre la terminologie de Philippe Descola, il s'agit d'une Chine non moderne, dont le rapport de continuité avec la Chine moderne, qui est actuellement revendiqué haut et fort par le discours officiel chinois actuel, et ce rapport de continuité est plus que problématique. Alors, donc, après avoir précisé ça, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais il faut garder ça à l'esprit pour ne pas tomber dans un raisonnement orientaliste. Alors, donc, toute la discussion tourne autour d'un mot qui s'écrit et se prononce en chinois moderne, vous l'avez en haut de la diapositive à gauche, donc Xing. Et c'est pas la peine d'être grand clair pour s'apercevoir que l'élément principal de ce caractère se retrouve dans celui qui est de l'autre côté de la diapositive, qui se prononce en chinois moderne Sheng. Donc, vous avez ce composant principal qui était probablement interchangeable avec donc, le premier caractère à l'origine. Or, donc, ce mot Xing, dont, je le dis tout de suite, la fortune dans le courant des 2 millénaires, disons, de l'histoire intellectuelle chinoise connue, a été équivalente à celle du mot être dans l'histoire de la philosophie dite occidentale, donc vous mesurez un peu ce que ça représente. Donc ce mot Xing s'est trouvé traduit conventionnellement par nature ou nature humaine. Jean-Noël Robert nous parlait hier donc de la fortune bouddhique, et dans le contexte du bouddhisme japonais, de ce terme appliqué donc à la loi, donc au dharma bouddhique et au Bouddha. Donc, c'est effectivement très tentant, car satisfaisant pour l'esprit, de plaquer sur ce mot Xing la notion de nature, puisque son composant principal, Sheng, donc, a à voir avec la naissance. Alors, évidemment, on fait tout de suite le rapprochement avec le mot latin natura, dans sa dérivation de nascor, naître, et son acception de naissance, engendrement, etc. Et d'autre part, Sheng a également à voir avec une jeune pousse. Je ne suis pas en train de parler des startups, c'est une pousse, une jeune plante, qui fait penser évidemment à l'allusion au végétal, également contenue dans le mot grec fuo, donc d'où la physis, etc. Bon, alors donc Sheng a ce sens premier d'une végétation, d'une plante qui pointe hors de terre et qui en est venue à signifier par extension donc tout ce qui est du domaine de la naissance, de l'engendrement et par extension ultérieure tout ce qui est du domaine de la vie, du vivant, du vivre, etc. Je vous ai donné la phrase d'un des premiers dictionnaires de la langue chinoise qui s'appelle le Shuowen Jiezi, et qui vous donne donc là une explication de ce mot Sheng. Alors il vous dit donc Sheng, ça veut dire progresser, aller de l'avant. C'est l'image, je continue la traduction, c'est l'image d'une herbe ou d'une plante qui sort de terre.
Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de Xing. Alors, à partir de là, on, moi y compris, on s'est engouffré dans la brèche et on a allègrement plaqué sur le mot chinois Xing tout donc avec le mot nature humaine, tout le schéma oppositionnel, binaire, alors nature humaine versus non humaine, nature versus culture, en anglais nature versus nurture, inné versus acquis, hérédité versus environnement, etc., etc. Bon. Alors, je dois dire qu'en écoutant les présentations d'hier, j'ai remarqué que beaucoup d'entre elles commençaient par une définition fondée sur justement ce genre de distinction dichotomisante. Alors vous aviez nature divine versus monde objectif, la nature libre et déliée versus la nature des sciences expérimentales, le droit naturel versus le droit positif, le corps versus l'esprit, comme l'a rappelé encore tout à l'heure Justin Smith. Bon. Donc, pour contrer cette tendance dichotomisante, Philippe Descola a bien essayé d'introduire donc la notion de relation et de rapport de monde. Alors, ce que je n'ai pas encore entendu, c'est l'idée de penser le monde comme énergie. Et là, je vais essayer de vous montrer très très rapidement donc, que c'est ce que fait ce mot Xing. Alors, la première question pour quelqu'un qui fait de l'histoire intellectuelle et pas de la philosophie, c'est de déterminer à quel moment un terme apparaît, ou plus exactement commence à être un objet de discussion dans les sources textuelles qui nous sont parvenues, puisque nous parlons de quelque chose qui s'est débattu au premier millénaire avant l'ère chrétienne. Bon. Alors, autrement dit, à quel moment le mot Xing est-il passé du statut de mot outil, c'est-à-dire d'un mot qu'on utilise sans trop penser à son sens, à celui de mot problème, c'est-à-dire un mot outil sur lequel tout d'un coup on s'est arrêté. Alors il semblerait que le mot Xing devient un mot problème dans le courant du IVe siècle avant l'ère chrétienne, donc dans cette Chine des royaumes combattants où il n'y avait pas que les vassalités qui se battaient entre elles, il y avait aussi les courants de pensée, les maîtres à penser, ou les maîtres de vérité, comme dirait Détienne, donc, qui se battaient entre eux. Alors, ce mot Xing devient un mot problème de manière concomitante et probablement en relation avec la notion de qi, c'est-à-dire ou ki en prononciation japonaise, donc cette notion d'un souffle, d'un influx ou d'une énergie vitale que vous avez ici donc en bas de la diapositive, ce mot chi qui désigne en fait de la vapeur qui monte de riz en train de cuire. Donc les Chinois sont jamais très loin de la nourriture. Donc, mais c'est un chi justement qui nourrit. C'est vraiment qui nourrit la vie. Et vous l'avez ici dans une expression très, très célèbre de Mencius qui parle d'une énergie vitale qui est tellement puissante qu'elle vous submerge. Alors, la première chose à observer à propos de ce mot est qu'il peut être pris aussi bien, alors si on prend nos catégories grammaticales de langue latine, il peut être pris aussi bien au singulier qu'au pluriel, c'est-à-dire on peut parler de un Xing, le Xing, mais aussi de les Xing, des Xing. Il peut fonctionner comme nom aussi bien que comme verbe, de la même façon que on sheng, qu'on vit, qu'on est, qu'on vient à la vie, on peut aussi xing, c'est-à-dire, si vous voulez, on peut aussi naturer. Bon, autrement dit, les usages de xing dans les sources anciennes nous portent à chercher
plutôt du côté du gérondif, la forme anglaise en ing, naturing, plutôt que du substantif. Or, en français, nous sommes quand même assez, tributaires d'une langue qui substantive beaucoup. Alors, cette notion n'est donc pas à comprendre comme celle d'une substance, d'une entité ontologique, comme le serait la nature humaine, mais comme le mode de fonctionnement ou, on pourrait dire, le modus operandi, en utilisant un gérondif, de la vie elle-même. Alors, comme le résume l'explication graphique de ce mot sheng dans le dictionnaire que je viens de citer, toute l'intuition première contenue dans xing tient à l'idée d'un arbre déjà en puissance, c'est-à-dire en tant que potentiel, dans la jeune pousse. Et Xing évoque non pas une entité sujette à définition ou à délimitation, mais désigne un processus de croissance ou de développement. Il s'agit donc d'un processus toujours évolutif, toujours en mutation, d'une dynamique holiste, qui est celle dans laquelle tout être vivant ou non vivant, humain ou non humain, advient au monde et est au monde, dans un rapport de continuité avec ce que les Chinois anciens appelaient le ciel. Alors le ciel, ce n'est pas le ciel transcendant, c'est au contraire l'ordre naturel des choses. Là, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, j'ai déjà presque fini mon temps. Merci. Alors, ce processus, on a commencé, je crois que j'ai encore droit à 10 minutes, je pense. Ouais. Alors, ce processus est à penser, donc, non pas en termes ontologiques, mais donc en termes d'énergie vitale, laquelle anime la totalité du réel. Autrement dit, c'est on pourrait dire une énergie monde, pour reprendre le vocabulaire que je viens d'entendre. Alors, vous avez dans ce passage du Mencius, en haut de la diapositive, rassurez-vous, je traduis, donc une utilisation de ce mot xing en tant que verbe. Dans la première phrase, on vous dit, donc, Mengzi dit, Mencius dit, ce que l'homme de bien, xing, Junzi suo xing, c'est-à-dire ce que l'homme de bien, xing pris comme verbe, c'est-à-dire ce qu'il nature, ne saurait être augmenté, dût-il faire de grandes choses, ni être diminué, dût-il vivre dans la pauvreté, car c'est le lot qui lui a été assigné. Ce que l'homme de bien nature, donc il insiste, alors il développe, ce qu'il nature, c'est le sens de l'humain, le sens du juste, le sens des rites et du discernement. Ce qu'il nature prend racine dans le cœur, se manifeste de façon rayonnante sur le visage, court le long de l'épine dorsale et se répand dans les 4 membres, lesquels, sans nul besoin de discours, le laissent transparaître. Autrement dit, ici, vous avez justement ce modus operandi de l'humain qui est décrit en termes d'énergie, qui anime tout le corps et qui transparaît donc dans le visage, dans tout ce qui est visible du corps, comme quelque chose justement qui vous nourrit. C'est comme quand on voit une personne en bonne santé, on lui dit qu'elle a l'air rayonnante. Autrement dit, la question n'est pas de savoir où doit passer la démarcation entre nature et culture ou entre humain et non humain, mais c'est de partir du tout comme énergie et de savoir si cette énergie est intrinsèquement bonne au sens où elle permet la perpétuation de la vie. Et dans la perspective de la Chine ancienne, il n'est rien d'autre en dehors de cela. La Chine ancienne a jugé inutile de s'inventer un dieu ou un primum mobile ou une idée, un concept du bien. C'est avec cela que nous devons nous débrouiller pour être au monde.
Et d'où l'importance de comprendre son fonctionnement. Donc il s'agit d'une approche, on pourrait dire, fonctionnaliste et non conceptuelle. Et donc il s'agit, permettez-moi l'expression, de faire avec, de sorte que la vie puisse continuer. Alors la discussion prend sa forme classique dans ce qui a été compris comme une opposition entre deux affirmations assignées au domaine de l'éthique. Vous avez, alors comme sur un ring de boxe, donc à ma gauche Mencius, donc Mengzi, donc que je viens de citer, qui aurait dit donc Ren zhe xing shan, c'est-à-dire donc la nature humaine, la nature de l'homme est bonne. Et de l'autre côté du ring, à ma droite, vous avez un autre penseur nommé Xunzi, qui aurait dit Ren zhe xing e, c'est-à-dire la nature humaine est mauvaise. En tout cas, c'est comme ça que la Vulgate a compris la chose. Alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que cette bataille supposée sur le Xing ne concerne que certains textes. Alors, cette bataille a lieu essentiellement dans trois séries de textes. Vous avez donc, disons, on pourrait dire le courant confucéen avec Mencius et Xunzi, et vous avez évidemment tout le corpus textuel autour de Zhuangzi, qu'on a étiqueté de penseurs taoïstes. Mais il y a de très grands absents, justement, il y a un certain nombre de textes qui ne mentionnent pas du tout ce mot. Par exemple, vous avez le Mozi aussi, qui n'en parle pas du tout. Vous avez le Laozi, donc autrement dit le livre de la voie et de la vertu, cité par Jean-Noël Robert hier, donc le Tao Te Ching, qui n'en parle pas non plus. Et vous n'avez qu'une seule occurrence en passant dans les entretiens de Confucius, qui est quand même assez fort, de café. Alors, ce qu'il faut comprendre, mais là, je n'ai pas le temps de développer, c'est que dans ces discussions qu'on retrouve dans les textes, Xing n'apparaît pas tout seul. C'est pour ça que je dis qu'une approche conceptuelle, définitionnelle, serait totalement à côté de la plaque. Xing est à prendre dans tout un dispositif d'autres termes. Je parle assez volontiers de constellation de termes qui interdisent justement une approche conceptuelle. Alors, je crois que je n'ai pas le temps J'ai encore combien de minutes 5 minutes. Bon, alors, donc, oui. Donc, je voudrais quand même, pour ne pas vous citer que des textes confucéens, vous citer rapidement, en traduction, un passage du Zhuangzi, justement, de cet auteur dit taoïste, qui met en scène de manière intéressante Confucius. Confucius admirait, je vous la donne dans la traduction excellente de Jean Lévy, Confucius admirait la chute de Luliang. L'eau tombait d'une hauteur vertigineuse et se déversait en écumant à 40 lieues à la ronde. Même les plus gros animaux aquatiques se gardaient de s'aventurer en cet endroit. Soudain, le maître, donc Confucius, aperçut un homme au milieu des remous. Il crut que c'était un désespéré qui voulait se suicider. Il dit à ses disciples de longer la rive pour lui porter secours. C'est toujours, alors Confucius, boy scout. Bon. Quelques centaines de pas plus loin, l'homme émergea de l'eau, frais comme un gardon, et les cheveux épars se mit à déambuler sur la berge à moitié nu en chantant à tue-tête. Alors les cheveux épars, ça veut dire en fait il a l'air d'un sauvage, d'un animal. Confucius le rattrapa et lui dit « Ma parole, je vous avais pris pour un revenant. Mais de près, il semblerait que vous soyez fait de chair et d'os. Avez-vous une méthode, un tao, pour nager ainsi ?» « Non, répondit l'homme. Dans ce milieu, j'ai développé un naturel qui est devenu ma vie même. » Donc vous avez donc les trois termes
souligné en rouge ici. Donc, j'ai développé dans ce milieu, j'ai développé un naturel qui est devenu ma vie même. Je me laisse entraîner par les tourbillons et je remonte au gré des courants ascensionnels, m'abandonnant au mouvement de l'eau. Alors, Confucius demande « Qu'entendez-vous par milieu naturel et vie même ?» L'homme répondit « Je suis né dans ces collines et je m'y suis senti chez moi, voilà le milieu. J'ai grandi dans l'eau et je m'y suis accoutumé, voilà le naturel. Je m'y meus sans même m'en rendre compte, voilà la vie même. » Donc ça, c'est l'élaboration donc, que vous trouvez de cette notion de Xing dans le Zhuangzi. Alors, ce que je voudrais maintenant, ce sur quoi je voudrais conclure, c'est que quand le Mengzi dit « Ren zhe xing shan », il ne dit pas « la nature humaine est bonne ». Alors, j'aime mieux vous dire qu'on s'est empressé de plaquer là-dessus Rousseau et compagnie, d'où les méfaits d'un comparatisme hâtif et trop prompt à sauter aux conclusions. Ça, c'est bon. Alors, ce que fait Mengzi, c'est qu'il parle d'un mode de fonctionnement de l'humain qui n'est qu'un mode de fonctionnement parmi tant d'autres, sous sa forme optimale, la plus complète et la plus saine. C'est, je pense, ce qu'il faut comprendre par Shan. De même que le mode de fonctionnement optimal de l'eau est de couler vers le bas. Et vous avez ici donc cet autre fameux dialogue de Mengzi avec un contemporain. Ce contemporain, un certain Kaozi, prétend que la nature humaine, vous avez le passage, le deuxième paragraphe sur la diapositive, donc le Xing est comme une eau qui tourbillonne. Si on lui ouvre une voie à l'est, elle coulera vers l'est, et si on lui ouvre une voie à l'ouest, elle coulera vers l'ouest. Donc le Xing humain ne fait pas la distinction entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, de la même façon que l'eau ne distingue pas entre l'est et l'ouest. Mais Mengzi, qui est plus malin, répond « Bon, admettons que l'eau ne fasse pas cette distinction entre l'est et l'ouest, mais ne la fait-elle pas entre le haut et le bas ?» Le Xing humain fait dans le bon, c'est comme ça que je traduis Xing Shan, de la même façon que l'eau tend vers le bas. Il n'y a pas d'homme sans bonté, de même qu'il n'y a pas d'eau qui ne coule pas vers le bas. Alors certes, si vous faites jaillir l'eau en la frappant, vous pourrez la faire sauter plus haut que votre front, et si vous la canalisez en la refoulant, vous pourrez même la faire tenir en haut d'une montagne. Mais est-ce bien son mode d'être d'eau ? Elle ne fait alors qu'obéir à une force extérieure. L'homme peut être amené à ne pas bien agir, mais c'est qu'alors son Xing est dans les mêmes conditions que cette eau que l'on force contre sa pente naturelle. Donc ce qui frappe ici, c'est que quand on vous parle de l'eau, on ne vous la définit pas comme un élément liquide, transparent, etc., mais on vous parle d'un mode de fonctionnement. L'eau a cette tendance à couler vers le bas. Si vous la laissez faire, elle coule vers le bas. Et de la même façon, donc, l'humain a ce Xing, ce mode de fonctionnement qui tend vers justement la santé et donc la perpétuation de la vie. Et de la même façon, quand Xunzi dit Xing-e, il parle d'un mode de fonctionnement qui ne peut être optimal de l'humain que s'il est étayé et guidé, comme l'eau doit être canalisée pour ne pas causer de débordements destructeurs, comme on l'observe si souvent maintenant. Donc, on pourrait dire que le soi-disant débat sur la nature humaine est en fait une discussion entre jardiniers ou entre cultivateurs. Là, c'est la photo montrée par Bruno Latour hier de ces deux agriculteurs qui sont penchés très perplexes vers la terre. Donc on a ce débat entre jardiniers qui sont en désaccord, non pas sur les définitions de la terre ou de l'eau, mais sur la manière d'utiliser au mieux leur propension naturelle, en sachant que la propension naturelle de la terre est de faire naître et faire vivre les êtres, et que la propension naturelle de l'eau est de couler vers le bas.
Et je terminerai donc sur cette autre citation donc, du Mencius, également très connue, qui est, à mon sens, vraiment la plus belle et la meilleure façon d'illustrer ce que Mencius entendait par le chi, par l'énergie vitale. Il nous dit ceci: les arbres des montagnes aux bœufs, de la montagne aux bœufs, étaient beaux par le passé, mais étant à proximité de la capitale d'un grand pays, on les a coupés à la hache. Et donc, comment ces arbres pourraient conserver leur beauté? Du fait du repos que ces arbres prennent durant le jour et la nuit, et de l'humidité que leur apporte pluie et rosée, il leur repousse bien quelques surgeons, mais alors arrivent les bœufs et les moutons pour les brouter. Voilà pourquoi la montagne se retrouve dans un tel dénuement. Et je serais tentée d'employer le mot de déréliction employé par Bruno Latour. En la voyant ainsi dénudée, on croit qu'elle n'a jamais eu de bois. Mais comment cela pourrait-il être son mode d'être au monde de montagne, son xing de montagne? Quant à ce qu'on trouve en l'homme, comment pourrait-il n'y avoir aucun esprit d'humanité et de juste? Ce qui fait qu'il abandonne son esprit foncièrement bon est exactement ce que la hache fait aux arbres. Si elle en coupe jour après jour, comment pourrait-il garder leur beauté? Du fait du repos qu'un homme, et vous remarquerez le parallèle, du fait du repos qu'un homme prend durant le jour et la nuit, et de l'énergie du chi que lui procure le petit matin, ses attirances et aversions sont peu ou prou celles d'un être humain. Mais ensuite, ce qu'il fait pendant la journée l'amène à perdre le bénéfice acquis pendant le repos. À force de déperdition, son énergie accumulée pendant la nuit ne suffit plus pour subsister. Et quand elle est tarie, notre homme n'est plus très loin d'une bête sauvage. En voyant en lui une bête sauvage, on croit qu'il n'a jamais eu de potentialité pour la bonté. Mais est-ce là son véritable mode de fonctionnement d'être humain? Ainsi, pour peu qu'il trouve de quoi se nourrir, tout être se développe, mais qu'il perde sa nourriture et il est condamné à dépérir. Donc vous avez ici, et je finis, une magnifique illustration donc, de l'enracinement naturel, alors c'est le cas de le dire, enracinement au sens propre, végétal du terme, donc de l'enracinement naturel de cette notion de xing, qui passe paradoxalement par l'évocation de la destruction de la nature, c'est-à-dire l'évocation du déboisement, dont ce texte en particulier montre qu'il a commencé très tôt en Chine et dont la Chine actuelle subit les conséquences aujourd'hui. Quand vous voyagez dans la Chine du Nord, vous vous rendez compte que les sols ont été complètement, par le déboisement, ont été rendus totalement incultivables. Et c'est ce en quoi, donc, la Chine non moderne rejoint la Chine moderne. Merci de votre attention.